Radio Arson, le podcast de la bibliothèque de la Villa Arson. Je veux être cette chose qui prend la tête des gens. Bonjour. J'aimerais essayer de vous parler de ce dont je n'arrive pas à parler. Si je résume mon attitude face à l'écriture depuis que je me suis mis en tête de faire des livres, je dirais qu'en général, j'espère toujours écrire ce que je n'arrive pas à écrire. C'est un postulat de départ assez simple. Par exemple, en ce moment, je nage dans une idée de roman sur Peter Pan, l'Angleterre, mais aussi ma mère, la religion et le mal. Et quand je serai parvenu d'une manière ou d'une autre à en dire, eh bien ce que je peux en dire, j'imagine que j'arrêterai de l'écrire. Ce sera la fin de mon roman. Mais tant que le roman n'est pas fini, ces choses dont je n'arrive pas à parler, que je trouve difficiles à formuler, continuent de retenir mon attention. Comme je n'arrive pas à bien les formuler, je n'arrête pas d'y penser. C'est à elles que je veux que l'on pense ce matin. Pour moi, les journées passent dans l'espoir de tomber sur un objet qui pourrait se rapporter à ce que je n'arrive pas à dire ou à écrire. Ça peut être la phrase de quelqu'un d'autre, entendue ou lue, un morceau de musique, une image, bref, un support qui se met à représenter cette difficulté tout en étant un indice de son hypothétique résolution. Dans mon esprit, cela ressemble à une pièce de puzzle. Parfois, rarement, je me détends, j'oublie que je ne sais pas comment dire ce que je voudrais dire et je profite de ce qui m'arrive. Paradoxalement, c'est dans ces moments-là que je me sens tout près de ce que je voudrais dire. Dernièrement, une image en particulier m'a fait cet effet. C'est une peinture de Czech Gory, trouvée au milieu d'un livre au Musée national de Corée. Le Czech Gory est un genre de peinture décorative du folklore coréen de la fin du XIVe siècle, au milieu de la période Joseon, et qui représente des bibliothèques et des étagères, et tout ce que porte une étagère ou une bibliothèque comme objet. Des livres, des vases, des fleurs, des pinceaux, des objets du savoir, de la connaissance, des preuves de l'étude, d'un lent apprentissage, parfois directement peints sur un paravent, souvent accrochés dans le bureau de la personne qui en a fait la commande, principalement des érudits, des intellectuels, des gens de pouvoir. Étymologiquement, les Czech Gory désignent les livres et plus communément les choses qui retiennent notre attention. Malgré tous les objets représentés dans ces peintures, je ressens une profonde absence quand je les regarde. Déjà, il n'y a personne. Le matériel est là, mais leur propriétaire, celui qui pourrait se servir de ces livres et de ces pinceaux, ne l'est plus. À l'époque Joseon, peut-être que le bureau du propriétaire au-dessus duquel était accroché son tableau était plein de ces objets et qu'il s'en servait, jetant des coups d'œil à sa peinture pour lui rappeler tout le savoir accumulé, mais maintenant que des siècles ont passé, il n'y a vraiment plus personne. Le Czech Gory se rapproche de la vanité en Occident, bien que son rôle ne soit pas, il me semble, de nous faire penser à la mort. Les vanités sont moins subtiles. Devant une peinture de Czech Gory, je ne pense pas tant à la mort qu'à cette impossibilité de dire, en dépit de tout ce qui est à notre disposition comme outil pour pouvoir dire. Étrangement, cet aveu d'impuissance provoque un calme en moi. Ce n'est pas grave de ne pas pouvoir ouvrir ce volume, écrire dans ce rouleau, décrire cette fleur. J'ai du plaisir à les regarder sans parler. Je tente un parallèle entre l'impuissance à dire et le monde matériel. Par exemple, je me suis rendu compte que quand je n'arrive pas à dire ou à écrire quelque chose, j'achète ou je me mets à désirer un objet. Tout ce que je possède a, je crois, un rapport avec des choses que j'essaye de dire ou de me rappeler.
Je fais donc l'hypothèse que nos objets témoignent d'une mémoire que nous avons de grandes difficultés à atteindre, mais qui est d'une certaine manière sauvegardée, enregistrée dans ces objets à notre insu. Plus simplement, je crois qu'une chose en rappelle toujours une autre. Voilà, les choses en représentent d'autres, et ça les rend hors d'atteinte. On ne peut pas les cerner, les décrire, et pourtant l'écriture permet de considérer une autre chose derrière la chose, comme si elles étaient des paravents. Je vais vous donner un exemple. J'ai envie, depuis plusieurs mois, de faire apparaître un chat dans mon prochain roman. Il y a 15 jours, j'ai enfin trouvé comment je voulais qu'il apparaisse. Je voudrais que le narrateur tombe sur lui dans un cimetière, alors qu'il se rend sur une tombe. Je me suis mis en tête de décrire cette scène. J'ai commencé ma phrase avec mon narrateur qui arrive au cimetière, j'ai situé la scène, j'ai dit que c'était le début du mois de mai, et finalement je me suis mis à parler de muguet. Le muguet est devenu quelques brins dans un jardin, à l'ombre derrière une haie, où un enfant, le narrateur enfant, joue. La scène est devenue celle d'un enfant accroupi dans la terre, caché derrière une haie, qui respire du muguet jusqu'à ce que sa mère l'appelle dans le jardin. Il n'y a que la pensée de ce chat dans un cimetière, scène que je n'ai pas encore écrite, qui m'a permis de parvenir à ces brins de muguet. Derrière mon chat, il y avait du muguet. Je pourrais remonter encore le temps et vous dire que si j'ai pensé au chat dans le cimetière, c'est suite à la lecture d'un livre dans lequel un adolescent en assassinait un autre. Derrière un adolescent mort, un chat. Vous dire aussi que je suis effectivement allé à Séoul en janvier dernier, que c'est de cette ville que vient mon image de Cheikh Gori, mais que j'y ai aussi rapporté un petit vase soliflore en céramique pour lequel j'achète régulièrement une fleur, un œillet, une jonquille, qui se trouve sur mon bureau et qui peut-être a fini par influencer mes phrases qui depuis l'été dernier voulaient juste trouver un chat. Ainsi l'écriture me détourne, et c'est la première chose que je voulais vous partager. Et même quand je regarde par la fenêtre du train en fabriquant ces phrases, je vois une petite colline, le mont Faron dans la brume en arrivant à Toulon. Je me mets à repenser à la montagne derrière le palais royal de Gyeongbokgung, qui était elle aussi dans la brume en janvier. Et tout à coup, je ne sais plus où je suis, parce qu'une seconde, le mont Faron que je regarde pour la première fois ressemble au mont Inwangsan, où je ne suis jamais allé. Je constate que je m'intéresse surtout à des œuvres qui appartiennent à un autre temps, et que je lis des livres principalement écrits par des gens qui sont maintenant morts. Non parce que la production contemporaine ne m'intéresse pas, mais c'est comme si elle ne m'était pas tout à fait destinée, avec l'idée que ce qui est en train de se faire s'adresserait à des personnes qui n'existent pas encore ou bien ne sont pas là. De même, j'ai besoin de me sentir lié à des espaces et des temps qui n'existent plus, sont loin de moi, c'est tout. Parce que j'ai peut-être du mal à me sentir appartenir à un temps, une époque, une zone particulière. Parfois je me dis que les vivants parlent et que les morts écrivent, que c'est la différence entre les deux. Par exemple, aujourd'hui je vous parle et cela me convient. Il y a dans le parler quelque chose de l'ordre de la dépense gratuite qui me plaît. Bien sûr, j'ai écrit ce texte parce que je devais bien travailler à ce que j'avais à vous dire, mais c'est un texte qui est fait pour être dit, partagé, dans un contexte de workshop. Il n'est vraisemblablement pas destiné à la publication. Ou alors peut-être qu'en ce moment, je préfère parler qu'écrire et que j'essaye de fabriquer un narrateur qui parle, je ne sais pas, je ne vous connais pas. Nous sommes dimanche 22 mars à 18h, et je sais que quand je lirai cette phrase, nous serons lundi aux environs de 10h30, puis mercredi aux environs de 13h, et que je ressentirai une très légère sensation de vertige à cause de cette très légère différence de temps entre l'écriture et sa réception. Très peu de livres qui sortent me provoquent un vertige.
Alors ce qui me rassure, c'est que je ne sois pas en train de vous lire un livre, que mes phrases ne soient pas toutes parfaites, elles se répètent, elles hésitent, comme quand on parle finalement. J'essaie d'être compréhensible. Je ne mets jamais l'écrit au-dessus de l'oral. Pourquoi ? Parce que ce soit l'un ou l'autre, comme je vous le disais tout à l'heure, je trouve les deux activités difficiles. Pour résumer à nouveau, je ne trouve pas qu'écrire soit plus facile que de parler. En tout cas, ce n'est pas parce que j'ai du mal à dire les choses que je les écris. J'ai du mal dans les deux. Disons qu'écrire me permet d'avoir une autre manière de mal dire. C'est un genre de double négation. Mal dire, mais de deux manières différentes. Un redoublement. J'écris mal ce que je dis mal. C'est ce redoublement qui m'intéresse. Étant donné que je ne sais pas bien dire, pas bien écrire, bien entendu, je lis. En ce moment, je lis un livre sur l'Angleterre parce que c'est là où j'aurais aimé étudier. Et c'est là où j'aimerais situer mon prochain roman. Je lis l'histoire des relations entre les Juifs et les musulmans parce qu'il y a 100 fois plus de paix possible en ouvrant ce livre que lorsque j'écoute le journal où ne sont amplifiées que la voix des pires. Je lis des articles sur les suicides le long des ponts qui traversent la rivière Han à Séoul parce que je regrette de ne pas être allé sur un de ces ponts en janvier. Je lis des phrases de Dennis Cooper dans lesquelles des adolescents s'aiment et s'assassinent et qui me rappellent les garçons de mon internat parce qu'au fond je ne me rappelle plus exactement comment ils étaient et comme j'aimerais me souvenir d'eux pour les décrire, pouvoir les regarder à nouveau, mais que je les ai perdus dans le temps, je lis les phrases à la fois tendres et dévastatrices de Dennis Cooper. Je lis des livres sur des choses qui ne me sont pas arrivées, des lieux et des temps que je ne connais pas, et des gens que je ne serai jamais, parce que ce qui m'est arrivé, ce que je connais et ce que je suis, ne me convient pas. Donc voilà, je voudrais qu'on réfléchisse ensemble à ce qui retient notre attention, aux objets qui se trouvent dans nos phrases ou chez nous, où que nous posions notre regard, que nous pensions à ces objets, au lieu de nous chercher des sujets. Ces objets que nous avons du mal à décrire, ces choses que nous avons du mal à raconter, en supposant que ce sont elles qui sont importantes, que c'est justement parce que nous nous sentirions en manque d'imagination, de légitimité, que nous aurions peur de nous approprier quelque chose ou juste de mal le dire, que ça vaudrait le coup d'essayer d'en parler. J'ai lu une phrase la semaine dernière dans un livre de Dennis Cooper qui s'appelle « Guide ». Je veux être cette chose qui prend la tête des gens. Et j'ai adoré cette phrase. Je l'ai trouvée profonde. Puis j'en ai lu une autre à propos des noms qu'on donne à la ville de Jérusalem depuis des siècles. La multiplication des noms prouve l'excellence de celui ou celle qui les porte. Ce que j'ai compris de cette phrase, c'est que le fait qu'un lieu comme Jérusalem possède, selon les cultures et les religions, plusieurs noms différents, loin de vouloir signifier que cette ville n'avait pas d'identité fixe parce qu'elle était disputée, prouvait au contraire son excellence, son ambiguïté, ses identités, et que les centres étaient aussi des entre-deux pour celles et ceux qui ne se sentaient d'aucun lieu. Comme si ne pas savoir vraiment quel nom on a montrait notre excellence, notre désir de paix avec la chose, avec les gens. C'est une phrase qui m'a rassuré, et sur le monde et sur l'écriture, qui m'aide à mettre fin à une obsession de la justesse en littérature. Je pense qu'il n'y a pas de bon mot pour dire les choses. Il y en a des milliards. La chose nous prend la tête parce qu'elle n'a pas de nom arrêté. Et c'est parce qu'elle n'a pas de nom arrêté que nous la trouvons dure à dire, que nous n'arrivons pas à écrire ce que nous voulons écrire, à faire ce que nous voulons faire. Elle change sans cesse. Elle vibre de toutes ses versions. Si vous pensez au mot lampe de poche, chacune et chacun d'entre vous voit une lampe de poche différente dans son esprit.
j'essaie de prendre le parti qu'en plus de multiplier les noms, ne pas réussir à trouver un nom, une image pour une chose convoquée, prouve aussi son excellence, l'excellence de notre chose, l'excellence de ce que nous voulons dire, écrire, faire. Le pire serait de n'en avoir qu'un seul nom. Un seul livre, une seule phrase, un seul mot. Le ciel est bleu, le mur est blanc, la piscine est profonde, la lampe de poche est lourde, etc. Ce que je voudrais aussi vous dire, au fond, c'est que chaque jour, l'ensemble de mes questions se récapitule malgré le fait que tout change. Et c'est ça qui, bien sûr, me prend la tête, qui me fait vous adresser un texte dont je n'arrive même pas à percevoir le centre et qui devient beaucoup trop long. Tous les jours, les mêmes questions réapparaissent, tournent comme une toupie. Depuis des années, j'écris un journal parce que je tiens à essayer d'identifier ce qui change radicalement d'une semaine à l'autre, et pourquoi pas d'un jour à l'autre, ou même en une heure. Comment est-ce que je me retrouve changé, différent de tout à l'heure ? On ne sait jamais ce qui va changer. C'est une forme d'attente, de messianisme, de légère vision de ce qui n'est pas encore venu. Toutes les semaines, j'ai l'impression de voir l'ensemble de mes questions redistribuées en nouveaux exemples et que n'importe quel roman, n'importe quel poème que je voudrais faire est là, tout près de moi. J'écris peut-être mon journal pour avoir beaucoup d'exemples, beaucoup d'objets, en attendant de pouvoir écrire mon roman. En un jour, par exemple, des villes peuvent basculer à l'extrême droite. Est-ce que ce changement se fait en un jour, le jour du vote, ou est-il le résultat d'un lent processus ? Je ne sais pas. Je ne peux pas m'empêcher de penser que c'est exactement les deux à part égale, qu'une forme de nuit des temps est cousue dans la doublure de chaque jour. De mon côté, il s'est passé pas mal de choses depuis vendredi soir. Des choses qui, encore une fois, me regardent du coin de l'œil et tournent autour de ce que je veux dire et écrire. J'ai vu un ami qui travaillait à une encyclopédie sur le génocide des Roms, la première encyclopédie. Il devait s'occuper de quelques entrées, le projet avait déjà des mois de retard, il devait être une 50aine dans le monde à travailler à ce projet. Mon ami m'a dit que pour créer un musée à leur mémoire, il faudrait trouver 70 millions d'euros. Et évidemment, personne ne les aurait, et si on les trouvait, où installer un musée pour les gens du voyage ? Qui s'en occuperait ? Au nom de quoi ? Qui, quel pays s'approprierait cette mémoire ? Il voyait déjà les scandales. Moi, je l'écoutais parler et j'avais l'impression d'être témoin de quelque chose qui n'en aurait bientôt plus aucun, que cette mémoire resterait dans l'air comme un musée invisible, qu'on n'en saurait jamais rien, que notre mémoire tenait à ça, quelques petits paquets de personnes, le bon agencement d'initiatives, de chances, d'argent, d'occasions, et que si on en manquait une, alors cette mémoire s'évaporerait dans l'air. Pour qui, pourquoi travaillait mon ami alors ? Eh bien pour, je ne sais pas, pour quelque chose qui me dépasse, je crois. Et puis j'ai fait ce rapprochement, je me suis mis à espérer que ce qu'on n'arrivait pas à dire, pas à écrire, même à propos d'une fleur, d'un brin de muguet, d'un chat, soit le signe d'une mémoire invisible, la preuve négative de ce qui a disparu, et que cette difficulté aussi prouvait l'excellence de l'objet, et même sa survivance. Tout ce qui est difficile à écrire, difficile à penser, ne peut pas disparaître. Tout ce qui est facile à dire, facile à penser, disparaîtra. Ce n'est pas une affirmation, c'est une sorte d'espoir. Comme si les choses étaient dures à dire, à faire circuler, parce qu'on n'avait pas encore trouvé de moyen de les retenir, avec une phrase ou un musée hypothétique à 70 millions d'euros. La phrase est lourde de tout ce qu'on ne voit pas, alors il faut lui trouver une enveloppe suffisamment solide. C'est le sens de la poésie. Il faut que l'on puisse retenir les choses dont la phrase est chargée.
Ainsi, il faut que nos phrases soient des moyens de transport, des moyens mnémotechniques. En quelque sorte, il faut qu'elles soient marquantes. Pourquoi devons-nous travailler nos phrases ? Pour nous en souvenir, pour qu'elles traversent le temps, parce que nous ne savons pas ce qu'elles contiennent. Je pense à une phrase que j'ai beaucoup entendue et que je me suis moi-même beaucoup répétée, moi qui ai toujours eu peur de manquer d'imagination et de capacité descriptive. Je ne vois pas ce que je dois écrire. Et la réponse est toujours la même. Je n'ai simplement pas mis les mots de ma phrase dans le bon ordre. Il fallait la reformuler avec le même matériel. Je ne m'étais pas trompé dans l'énonciation des termes, juste dans leur ordre. Et la phrase est de nouveau claire. Je dis « Je ne vois pas ce que je dois écrire » et la phrase me répond « Je dois écrire ce que je ne vois pas ». À cet égard, j'en ai fini avec cette tentation de croire que les livres consistent uniquement à communiquer ce qu'on a vu. C'est le meilleur conseil d'écriture que je peux donner. Il y a 5 jours, j'ai acheté un diable en marionnette à Marseille. Je l'ai acheté machinalement et j'ai tout de suite trouvé des raisons pour justifier son prix, parce qu'elle m'a coûté un peu cher, donc je cherchais des preuves de sa valeur à l'intérieur de moi. Je l'ai acheté parce que... Mais finalement, la raison est obscure. Au fond, cette marionnette, ce petit diable, me rappelle encore une fois que je ne sais pas comment dire ce que je veux dire. Je ne peux pas voir tout ce que je veux raconter sur les marionnettes, le diable, la religion, le mal, Peter Pan, mon enfance et tout ce qui me concerne. Maintenant qu'elle est là, je manque toujours de mots, mais au moins elle est extérieure à moi. Elle attend tranquillement. Quoi ? Eh bien, je ne sais pas, mais il me semble que c'est en l'écrivant que je comprends un peu mieux le sens du regard de mon diable. Il attend tranquillement que je dise quelque chose.